Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous dans Destin de femme, l'émission tirée du livre de Valérie Pérez qui ouvre la voie vers un féminisme différent, le féminisme autrement sur Sud Radio. Le destin que vous allez découvrir aujourd'hui est celui de Sophie Rosenzweig, journaliste et fondatrice de l'association Voix sans frontières, à l'origine du concept Le Chant des possibles, qui organise avec Peace People Planet un concert hommage très particulier, une symphonie pour la vie qui aura lieu le 27 janvier prochain avec Patrick Bruel, Lise McComb, les voix de Strass, Michael Shaham, je vais y arriver. C'est à Auschwitz, ou plus précisément au Ice Congress à Cracovie, à l'occasion des 80 ans de la libération des camps. Les voix qui résonnent, j'ai envie de dire, tout particulièrement en ce moment. Sophie Rosenzweig, on va en parler évidemment. Bienvenue sur Sud Radio. Bien, merci Judith, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors Sophie Rosenzweig, les questions qui me permettent de mieux appréhender votre positionnement de femme. Déjà, on commence par là. Quelle est votre définition du féminisme à vous ? Oh, elle est complexe, la définition du féminisme. Mais ce concert, comme vous le voyez, il y a beaucoup de femmes. Pourquoi ? Parce qu'à Auschwitz, on ne sait pas, mais il y avait deux orchestres. Un orchestre philharmonique de femmes, qui était dirigé par Alma Rosé, qui était une violoniste professionnelle, la nièce de Gustav Mahler, et qui avait décidé dans cet orchestre de prendre plein de femmes et de les faire travailler énormément, ce qui leur a permis de leur sauver la vie. Ce qui était quand même extrêmement important. La seule qui soit morte, c'est elle est morte du typhus juste à la fin en 1944. Donc votre manière à vous d'être féministe, finalement, Sophie Rosenzweig, c'est de donner une voix à ces femmes. Absolument, de leur rendre hommage. Et c'est pour ça qu'on a voulu les voix de Strass, qui sont des chanteuses lyriques de Strasbourg, Lise McComb. Nous avons une seule exception, mais elle est de taille, et elle fait très plaisir, mais aussi nous avons Amanda Sters qui sera la narratrice du spectacle. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc l'exception, on peut le redire pour les auditeurs, c'est Patrick Bruel. Tiens, puisqu'il y a un homme dans toutes ces femmes, est-ce que pour vous, les hommes peuvent être féministes, Sophie Rosenzweig ? Bien évidemment, bien évidemment, ils peuvent l'être. Ça ne les empêche pas d'aimer les femmes, de les respecter et de leur donner la parole, bien sûr. Et vous avez un exemple précis autour de vous d'hommes engagés pour le droit des femmes ? Oh, j'en connais beaucoup, mais qui ne sont pas forcément connus, mais qui tous les jours font des choses pour les femmes et qui les respectent. Il faudrait qu'on les entende un peu plus, non ? C'est vrai qu'en ce moment, on ne les entend pas beaucoup, mais on n'entend personne beaucoup en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de bruit ? Oui, il y a beaucoup trop de bruit, il y a beaucoup trop de guerre. Un obstacle, selon vous, à l'avancement du droit des femmes en France ? Je commencerai par le salaire, tout simplement. Le salaire n'est pas... L'égalité salariale, quoi. Bien sûr. Alors je précise pour les auditrices, les auditeurs qu'on est toujours à moins 24%, nous les femmes cadres par exemple. Oui, bien sûr. Que nos collègues. Il faut voir aussi que cette année, notre temps gratuit de travail a été plus tôt que l'année dernière. De 4 jours, c'est important. Oui, c'est vrai. Et alors, quelque chose qui avance, qui va bien, qui va mieux, dans le droit des femmes justement ? Ce qui, moi, me touche, c'est que les femmes prennent la parole autrement. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire autrement ? C'est-à-dire qu'elles se positionnent non pas comme féministes pures et dures, mais comme femmes, avec des droits, des devoirs, des droits, et qui a un respect de l'homme aussi. Et ce qui n'était pas forcément le cas dans certains mouvements féministes. Mais ça, c'est toujours comme ça aujourd'hui, non ? Non. D'accord. Non, ça bouge. Ça bouge ? Ça bouge. Pour moi, ça bouge. Parce qu'on en a marre d'entendre la radicalité, c'est ça ? Absolument. L'extrémisme féminin n'apporte rien, à mon avis. Ou l'extrémisme en général, d'ailleurs. Absolument, mais quand il est en plus féminin, ça fait encore plus mal quand on est femme. C'est-à-dire que le féminisme, ça doit être universaliste pour vous ? Absolument. Alors, Simone de Beauvoir nous disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Parlons vrai sur Sud Radio. Vous l'êtes devenue quand, vous, Sophie Rosenzweig ? La première fois où j'ai pris conscience que j'étais une femme et qu'il y avait une inégalité par rapport à un garçon. Ça vous arrive à quel âge, ça ? Oh, j'avais 6 ans à l'école. Ah ouais ? Ah, c'est tôt, quand même. Oui, mais quand on vous dit non, pas toi, pas la fille, mais le garçon, vous dites, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous, alors ? De la colère. Et ça vous a inscrit dans votre vie, vous pensez, dans votre manière d'appréhender les choses derrière ? Mais bien sûr, après on voit les femmes autrement. On les voit comment, alors ? Bon, on leur dit qu'elles ont la place. Et qu'elles ne doivent pas forcément se battre pour avoir une place. La place, elle doit être là. Il faut la prendre, quoi. Ouais. Ça, c'est peut-être la chose difficile à faire. Prendre la place. C'est souvent difficile parce que la femme se sent souvent illégitime. Or, elle n'est pas illégitime du tout.
Si vous enlevez la moitié de la planète, la moitié des femmes, il manque quand même une grosse partie. Regardez l'Afghanistan. On est un peu plus que la moitié. Hein, oui, en plus. Oui, mais regardez l'Afghanistan. Ils vont faire un retour en arrière de 3 siècles. Bon, c'est déjà le cas, ouais. Oui, bah c'est clair. Je rappelle aussi aux auditrices, aux auditeurs que nos sœurs afghanes n'ont plus le droit de se parler entre elles, n'ont plus le droit de rire, n'ont plus le droit de chanter. Elles ont besoin pour bouger, elles ont besoin d'être accompagnées. Et elles n'ont même plus le droit de travailler. D'aller à l'école à partir de la 6e. Oui, à partir de 12 ans. Et on ne bouge pas. Personne ne fait rien. Non. Comment ça se fait, ça? La lâcheté, je pense. C'est terrible parce que moi j'ai été en Afghanistan, j'ai trouvé des femmes extrêmement courageuses qui avaient une vraie parole et qui bougeaient. Et j'ai tourné un moment une jeune fille qui avait 14 ans et qui demandait son divorce. Elle avait 14 ans. Elle avait été mariée de force à un oncle qui en avait 50 et elle venait demander au gouvernement son divorce. Vous imaginez, une jeune fille de 14 ans en France, elle demandait un divorce. Bon, d'abord, ce serait pas possible. Elle ne serait pas mariée après. Oui, elle serait pas mariée, mais enfin, même une jeune fille de 16 ans, elle le ferait pas. Là-bas, une jeune fille de 14 ans de la province d'Herat, elle a été le faire. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, elle peut plus parler. C'est assez désespérant quand on y pense, effectivement. Alors on va passer au sujet de votre concert, cette symphonie pour la vie que vous organisez donc le 27 janvier qui arrive pour la commémoration des 80 ans de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Alors vous dites que c'est bien plus qu'un hommage, que c'est une mise en garde, bien sûr, un acte de mémoire pour créer de l'espoir en fait, et pour que l'espoir subsiste, quoi. Absolument. On est dans une période particulière. On est à 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Les derniers survivants vont disparaître dans les années qui viennent, malheureusement. Et il n'y aura plus de paroles directes. Oui, parce que ces voix qu'on entendait sont en train de peu à peu s'éteindre. Bah oui, bien sûr. Ils sont vieux, quoi. Bah, tout simplement parce que c'était un camp dit de travail, ce qui n'était pas du tout un camp de travail, mais on ne gardait vivant que les gens à partir de 14 ans, 15 ans. Donc 80 plus 15, bah, ça fait 95, on est en fin de vie là. Donc effectivement, les voix s'éteignent et la parole, bah, ça va être un témoignage de deuxième génération. Donc ce n'est plus du tout de la même force. Et il est très très important de garder, alors même s'il y a des films, même s'il y a tout ça, ce n'est jamais pareil. Ce n'est jamais pareil. Il suffit de regarder les autres conflits et les autres témoignages. Donc il est important de mettre en place une sorte d'hommage commémoratif qui permette aux gens de prendre conscience de ce qui s'est passé réellement, parce que je crains que ça s'oublie ou que ça passe dans l'histoire comme un fait divers plus ou moins grave, ce qui serait la pire des choses pour nous, quoi. Alors effectivement, quand même quelques chiffres du sondage Ipsos qui est sorti le 21 novembre dernier sur l'antisémitisme en France. Il y a quand même 77% des Français qui estiment que le Hamas est une organisation terroriste, donc 33% qui subodorent que c'est une organisation de résistance. Et il y a quand même seulement 3% des Français qui n'adhèrent à aucun des 16 préjugés antisémites testés. Bon. C'est terrible. Hein. Alors, une petite parole d'espoir quand même. 89% des Français estiment que rien ne peut justifier un acte ou une parole antisémite. Mais c'est-à-dire que les gens sont antisémites sans se rendre compte ? C'est ça ? Je ne peux pas imaginer ça en France. Je suis française et je ne peux absolument pas imaginer que les Français... Mais 3% seulement de la population qui n'adhère à aucun des préjugés. Le chiffre est terrible. Le chiffre est terrible parce que ça implique d'envisager que quand vous allez dans une boulangerie, le 3/4 des gens qui sont dans la queue sont antisémites, ce que je peux pas imaginer. Je peux vraiment pas l'imaginer, je ne veux pas l'imaginer. La France est un pays des droits de l'homme et je peux pas envisager cette réalité qui est peut-être virtuelle, mais en tous les cas, il est vrai que l'antisémitisme monte. On peut pas le contester. Plus de 192% d'actes antisémites en une année, c'est incontestable. Ça veut dire qu'il faut faire attention, très attention. D'où l'importance de la mémoire, quoi. C'est essentiel, c'est essentiel. Rappeler les choses, dire ce qui s'est passé, que c'était une mort industrielle, qu'on a tué des gens parce qu'ils étaient juste, entre guillemets, juifs. C'est hallucinant. C'est comme si demain on disait on tue toutes les blondes. C'est hallucinant. Symphonie pour la vie, pourquoi ce titre ? Alors, ce titre, il s'est imposé de manière presque obligatoire. On était dans les camps de la mort.
J'étais avec mon associé Philippe Hussler dans les camps de la mort, on y est allé plusieurs fois. Et quand vous êtes à Auschwitz, la mort règne partout, même 80 ans après. C'est terrible, c'est absolument terrible. Et il y a une chose, je ne sais pas si les gens connaissent cette histoire, mais devant le portail où il y a la fameuse inscription Arbeit macht frei, il y a une lettre qui est soudée à l'envers. Et cette lettre soudée à l'envers, c'est le B. Et c'est le premier Polonais arrêté qui, en geste de résistance contre les nazis, a soudé le B à l'envers en disant « il marche sur la tête ». Ces nazis sont fous, ils marchent sur la tête et ils vont marcher sous ma lettre qui sera inversée. Et un acte de résistance incroyable. Le premier acte de résistance en 41. C'était le premier, il était polonais. Et je me suis dit, c'est quand même dingue qu'un type qui se trouve enfermé là, qui va écrire la phrase la plus connue du camp d'Auschwitz, ait réussi à marquer sa résistance comme ça, et de dire, ils vont marcher tous les jours dessous, ils ne vont pas le voir. Et c'est ce qui s'est passé. Les nazis n'ont jamais remarqué que le B était à l'envers. La vie a eu le dernier mot de ce côté-là. Allez, vous restez avec nous sur Sud Radio. On est, c'est Destin de Femme, évidemment. On est avec Sophie Rosenzweig, journaliste et organisatrice de Symphonie pour la vie, un concert à l'occasion des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Et c'est le 27 janvier prochain. Notez bien cette date. Restez avec nous, surtout, on revient tout de suite. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous présente Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair. Destin de Femme sur Sud Radio, c'est l'émission du féminisme autrement, femmes et hommes ensemble pour le droit des femmes. Aujourd'hui pour vous avec Sophie Rosenzweig, journaliste et organisatrice de Symphonie pour la vie. Un concert à l'occasion des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Ça sera au Ice Congress à Cracovie le 27 janvier prochain et ça sera avec Patrick Bruel, Lise McComb, les voix de Strass et Michael Chaham. Et puis il y a une histoire avec un violon. Alors, racontez-nous le violon. Magnifique. Alors l'histoire du violon, Michael Chaham va jouer avec un violon assez exceptionnel. C'est le violon des violons de l'espoir. Alors les violons de l'espoir, c'est un luthier qui s'appelait à l'époque Moshe Weinstein, qui est un luthier qui a, dans les années 40 en Israël, au moment de la création de l'État, il a collectionné, c'est un terme un peu bizarre, mais il a récupéré des violons qui venaient des camps et des ghettos et qui étaient complètement abîmés parce que, bon, évidemment, en 45, vous imaginez bien l'état des violons. Il les a posés dans un coin et il les a laissés à son fils. Et Amnon Weinstein les avait dans un coin de son atelier et n'y touchait pas. C'était quelque chose d'à la fois symbolique, tragique et porteur tellement de sens qu'ils n'arrivaient pas à y toucher. Et il a eu un jour un stagiaire allemand qui dit « Mais c'est quoi ces violons? Est-ce que je peux pas, moi je suis là, je fais rien, est-ce que je peux pas retracer l'histoire de ces violons ?» Et il a commencé à rechercher l'histoire des violonistes qui jouaient sur ces violons et ces violons. Alors c'était pas des Stradivarius, hein. C'était des violons d'études, des violons de musiciens de klezmer, mais ils avaient tous une particularité. Milieu de gamme, quoi. Voilà, mais ils avaient tous une particularité, c'est qu'ils avaient vécu une histoire tout à fait étonnante et qu'il n'y avait plus de propriétaires. Les propriétaires étaient morts, gazés pour la plupart. Et en retrouvant l'histoire des violons, Amnon Weinstein les a restaurés pour leur donner un son. Et c'est pas que le son du tragique, c'est le son d'une âme qui revit à travers un instrument. Donc c'est aussi le son de la beauté, quoi, de l'espoir. Ah, c'est magnifique. Et donc, Michael Chaham a la chance d'en avoir un. Et pour la première fois, dans ce concert, le rescapé de la Shoah, ce sera le violon. Incroyable. C'est incroyable, hein, ce que vous nous racontez quand même. C'est beau, ouais. C'est beau. Et on est extrêmement honorés de recevoir ce violon, qui évidemment a vécu des choses s'il pouvait parler, mais il chante. Et Michael Chaham le fait merveilleusement chanter. Alors, ces artistes qui ont décidé de participer à ce concert, Patrick Bruel, Lise McComb par exemple, racontez-nous un peu pourquoi ils s'engagent comme ça. Bon, Patrick, on imagine, on Patrick Bruel, déjà, ça a été il est très engagé. C'est une très très belle surprise parce qu'il nous a appelé, enfin Amanda Ster se viendra, fera la narration, et Patrick Bruel m'a appelé en me disant voilà, j'aimerais bien venir et j'aimerais bien chanter Les choses vides. Et il se trouve qu'à Cracovie, l'une des grandes places, la place des grands héros, il y a 70 chaises vides pour les familles des Juifs déportés de Cracovie qui sont morts à Auschwitz.
Et c'est 70 chaises vides. Il ne le savait pas, ça. Hein. Alors, il l'a appris quand il est allé à Auschwitz il y a 15 jours, oui, mais je il ne le crois. savait pas au moment où il a écrit la chanson, quoi. Bah non. On lui a envoyé une photo et il a découvert cette place des chaises vides. C'est extraordinaire. Alors, on a envie de se dire, mais pourquoi vous faites ça? Parce que quand même, vous conjuguez l'idée de célébrer la vie dans un lieu qui est marqué par la mort. Et puis c'est quand même une sacrée organisation, et c'est quand même beaucoup sur vos épaules. C'est l'enfer à organiser. Pourquoi? On est toujours en levée de fonds d'ailleurs. C'est une nécessité pour vous? C'est plus qu'une nécessité, c'est vital. Je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas le faire. Moi, il se trouve que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps que ma famille était de Cracovie, que mon arrière-grand-père était le rabbin de Cracovie. D'accord. Je ne le savais pas, c'est mon frère, enfin mes deux frères. Oui, parce qu'ils sont taiseux, les familles ashkénazes. Oui, et j'ai découvert par hasard que mon arrière-grand-père était l'un des rabbins de Cracovie. J'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps, et j'ai ce besoin de faire les choses parce que on a un devoir. Alors, est-ce que c'est un devoir de mémoire? Je ne dirais pas un devoir de mémoire, c'est un devoir de transmission. Plus que ça, on est vivant, nous. On est vivant, on est français, on a la joie de vivre, on a le droit de vivre, de dire qui on est. On se doit de rendre ça. Donc finalement, préserver la mémoire, c'est préserver la joie aussi. Absolument. Et ça, c'est important de le dire. C'est pas dans la tristesse, quoi. Ah bah, les Ashkénazes pleurent beaucoup, mais... Ah bon? Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Non, mais je crois que la joie et l'humour, c'est la chose la plus importante au monde. Bien sûr. Est-ce que la musique, elle peut transmettre des messages universels là où les mots échouent? Absolument, tout le temps. C'est pour ça que vous faites ça aussi? La musique, c'est que ça. Ouais. La musique, c'est une émotion pure, forte et universelle. Il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de religion. Il n'y a que de l'émotion dans la musique. Et le rôle de l'art aussi, évidemment, dans la transmission, la musique en faisant partie. C'est ce qu'il y a de plus fort. Voilà. Il n'y a rien de au-dessus de l'art. En réalité, quand vous réfléchissez, qu'est-ce qui est beau aujourd'hui? Certainement pas la politique, certainement pas l'humain. Mais l'art, oui. Oh, l'humain, il peut être beau quand même parfois, non? Oui, mais pas en ce moment. Il y a des choses bizarres en ce moment qui se passent dans le monde. Donc non, l'art, c'est ce qui domine. Mais finalement, est-ce que c'est pas... Alors, c'est très basique ce que je vais vous dire, Sophie Rosenzweig, mais c'est pas la beauté qui sauve le monde quand même? Ça a toujours sauvé le monde. Ouais. Et la musique va directement au cœur. C'est l'émotion la plus directe. Donc, faire résonner d'abord le violon à Cracovie, c'est essentiel pour moi. Faire chanter des voix tellement différentes. Et puis toucher un public polonais. C'est extrêmement important parce que cette génération n'a pas connu les camps, le sait parce qu'elle habite à côté, mais ne sait pas exactement ce qui s'est passé clairement. Et je pense que c'est extrêmement important de passer le message pour dire plus jamais ça. Cette phrase, elle a tellement été utilisée, elle ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Bah, surtout que c'est moins vrai, ouais. Voilà, c'est autant avoir des actes en disant voilà, il s'est passé ça, maintenant on fait quoi avec ça? Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être une femme juive ashkénaze en France en 2024, Sophie Rosenzweig? Eh bien, je me suis jamais considérée comme juive, mais je suis juive dans le regard des autres. Du coup, vous l'êtes devenue, quoi. Voilà. La phrase de Sartre est très juste, en fait. Et moi, je me suis jamais vraiment considérée comme juive, pour plein de raisons. Et là, effectivement... C'est devenu un sujet parce que c'en est un pour les autres. Voilà. Si vous aviez un souhait, là, tout de suite, qu'est-ce que ça serait? Devenir séfarade. Non, je rigole. La tchouchouka. Manger de la tchouchouka. Non. Si j'avais un souhait, ce serait de dire arrêtons tout ça. Arrêtons. Posons les armes. Vous êtes pour la paix, quoi. Bah, étonnez, il n'y a que ça qui compte. Enfin, on peut pas vivre éternellement. Comment faire pour faire la paix avec des gens qui se détestent autant des deux côtés? Mais il y a un moment, je pense qu'il faut arriver à un moment pour penser que finalement, après les guerres, il y a toujours des paix. Alors, est-ce qu'on peut pas... On peut pas avancer un peu ce moment-là? Voilà. Passer tout de suite à la paix, ça sert à rien. De toute manière, qu'est-ce que ça crée des morts, ça crée des... On est dans une situation de... J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond sur des guerres qui finalement vont donner à un moment ou à un autre une paix. Est-ce qu'on est obligé de passer par ce sang? Est-ce que le sang est vraiment obligatoire? Moi, j'en suis pas sûre. Bah, a priori, dans l'histoire de l'humanité, oui, en tout cas. Bah, c'est tout le temps comme ça. Mais parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Ça s'appelle l'éternel recommencement. C'est terrible. C'est terrible qu'on en soit là. On n'a pas grandi par rapport à ça. Si on faisait plus de musique, ça irait mieux, je pense. Est-ce qu'il va être retransmis, ce concert? Pour l'instant, non, mais on est en train de faire la levée de fonds, donc on est en train de voir qui va participer à ce concert.
Donc c'est un appel aussi? Oui, bien sûr. Si les gens veulent nous aider, ils sont les bienvenus, bien sûr. Comment ils doivent procéder alors? Il y a un bon de souscription, donc il suffit de remplir le bon de souscription, il y a une défiscalisation, ce qui est toujours utile. Et puis voilà, quoi, les gens, je vous le donnerai, vous ferez le nécessaire. Oui, bien sûr, évidemment. Ok, et par rapport au déroulé lui-même et à ce que vous avez envie d'en retenir à la fin, qu'est-ce que vous avez envie qu'on en garde? Ce que je souhaiterais profondément laisser comme si trace il y a, c'est de dire que d'une tragédie terrifiante dont personne ne peut se remettre, on peut arriver à une forme de joie par la musique. C'est-à-dire qu'on peut transformer une tragédie, aussi terrible soit-elle, par de l'espoir et de la joie. Ce que vous faites, alors je le dis en quelques instants quand même, depuis plusieurs années, par exemple avec les enfants en Afrique, vous avez sauvé des enfants soldats par les chorales que vous avez organisées avec eux, vous êtes très très active là-dedans, parce qu'effectivement ça donne une colonne vertébrale et ça permet de voir la vie autrement, quoi. Bien sûr, mais la musique change la vie des gens. Toujours. Enfin, l'art change la vie des gens. Moi, je parle de musique parce que c'est ce qui me porte, mais la musique change la vie des gens, c'est évident. Et faire résonner dans cet endroit de silence, parce que Auschwitz c'est un endroit de silence et de mort, faire résonner du son, c'est extrêmement important. C'est des vibrations, et des vibrations positives. Eh bien, je vous remercie, Sophie Rosenzweig. Merci d'être venue dans Destin de Femme. Merci, Judith. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, pour suivre Symphonie pour la vie, restez bien plugged in, parce qu'on n'a pas encore les infos de transmission, mais ça ne saurait tarder. C'est un concert hommage, comme vous l'aurez compris, qui aura lieu le 27 janvier prochain à Cracovie, à l'occasion des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Il y aura notamment Patrick Bruel, Lise McComb, il y a Amanda Sters qui fait la narration, des très beaux violons, les voix de Strauss. Bref, il faut suivre l'histoire. Je vous le recommande. Et puis nous, on se retrouve demain à 19h pour cet excellent. Puis la semaine prochaine pour un nouveau Destin de Femme, samedi 13h30. Merci à Daisy qui réalise pour vous. Aux équipes de Sud Radio, je vous fais des bisous. Bye. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous a présenté Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair.